Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Aujourd'hui, module 10, c'est ce qui vous attend aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien pour vous. En ce moment, c'est l'été. C'était chaud hier. C'est un peu moins chaud aujourd'hui. J'espère que vous passez un bel été, malgré tout. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Je vous rappelle la formule, on prend un petit café ensemble, un thé, une tisane, là, ce qui vous plaît, ou rien du tout. L'important, là, c'est de passer un petit moment ensemble une fois par semaine, histoire de garder le rythme nécessaire là, pour réussir ce fameux cours d'éthique. Aujourd'hui, je suis accompagné de Catherine qui est là à distance. Bonjour Catherine, Allô, allô? ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, bien hâte de te recevoir bientôt en studio là, avec les consignes là, qui tranquillement s'ajustent. Là. Je vais pouvoir te recevoir en studio bientôt là, j'ai installé un petit plexiglas. Là, il y a un beau micro qui t'attend là, en face de moi. Tu vas venir me voir? Ouais, je vais être là dans 2 semaines. Yes, yes. Bah, ça va me changer de l'ambiance là, de moi tout seul dans un bureau qui regarde mon écran puis qui essaye de s'imaginer qu'il y a des étudiants à l'autre bout. Catherine, tu me disais que tu avais commencé à regarder les TP2. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble-tu à des grilles de Lego pas encore avancées? À quoi ça ressemble? Oui, c'est ça. Présentement, j'ai remarqué quand même deux situations assez distinctes, là, ceux qui sont pas très avancés encore, que j'invite tout de suite à avancer un petit peu plus le travail, à moins que j'étais peut-être pas sur le bon document. Dans ce cas-ci, juste m'en faire Ouais. part pour que je sois sur le bon document. Sinon, là, ça ressemble pas mal à des tableaux, des grilles avec plutôt des mots-clés. Ouais. Donc, ça va être important là, par la suite là, de vraiment mettre ça en texte pour le travail final. Oui, voilà. Vous irez réécouter. Là, j'ai publié un épisode là, juste sur les consignes concernant ce TP2-là. Allez les réécouter, les consignes, là, maintenant que vous êtes bien plongé dans cette tâche, parce que vous le savez, là, la grille, il faut passer à travers, mais en même temps, c'est pas ce qui est attendu dans le rapport. Là. C'est un annexe du rapport. Ce que je veux dans le rapport, c'est un rapport décisionnel avec de vraies explications, votre décision, de vrais arguments, comme si vous vous adressiez quasiment directement à Catherine pour lui dire, voici notre problème, voici la solution, puis voici nos arguments, voilà comment mettre en œuvre notre décision. Donc tout ça, il faut que ce soit concret, simple. N'oubliez pas votre destinataire, votre lectrice principale là, qui sera Catherine. Donc, merci Catherine de faire ces suivis-là pour les TP2. Pour les autres, n'hésitez pas non plus à m'inclure, à nous faire des demandes peut-être plus explicites en nous demandant, pouvez-vous aller jeter un coup d'œil sur le TP? On va y aller. Évidemment, il faut s'assurer que tous les membres de l'équipe aient passé avant nous, ce qui me semble un critère minimal. Tu sais, des fois, pouvez-vous, s'il vous plaît, aller voir ça? J'arrive là, puis je vois qu'il y a une personne qui a travaillé sur le document, puis les 5 autres n'ont rien fait. Des fois, je vous laisse un peu travailler de votre côté avant de vous donner des rétroactions. Donc, merci de le faire, de l'avancer. Je sais que c'est difficile, mais n'attendez pas à la dernière minute. Ça se fait à la dernière minute, là, mais ça donne souvent des résultats navrants. Et au grand malheur de Catherine qui va avoir à passer à travers ça. Donc, prenez du temps, investissez quelques heures là, encore cette semaine, la semaine prochaine dans ce TP2. Sinon, bravo pour votre examen de mi-session. Les notes sont sorties, donc les notes sont assez bonnes. C'est la deuxième fois que je fais cet examen, que je propose cet examen-là à mes étudiants. Donc, bon, les questions, c'est une deuxième fois là, que je teste des questions qui ressemblent à ça. La formule, mariage, c'est la deuxième fois que je le propose. J'ai reçu quelques rétroactions des étudiants. La plupart du temps, là, c'était plutôt positif. Mais n'hésitez pas, si vous avez des ajustements, vous avez remarqué des problèmes ou vous pensez que quelques ajustements pourraient aider vos futurs collègues là, à passer à travers cet examen-là, ou plutôt qu'il soit mieux
mieux adapté à un étudiant qui fait son examen à distance. Donc, faites-moi signe. Ces propositions-là, j'en tiens évidemment compte, puis j'ajuste. Ce qui fait en sorte là, que quelques sessions, sinon quelques années plus tard, les étudiants ont des examens, des évaluations qui sont qui sont mieux pensés, je dirais, pour eux. Je vous le dis, cet examen, c'est une belle pratique pour votre examen final. Donc, l'examen final, c'est sûr que ça sera plus stressant. Il y aura moins de temps. C'est souvent plus dense, c'est plus intense, mais au moins maintenant, vous serez en terrain connu. Hein. Vous l'avez fait et vous l'avez bien fait. Je vous rappelle là, que ce soit pour cet examen de mi-session ou pour l'examen de fin de session, je pense l'examen de la même façon. Vous donner, je me sers des objectifs de chaque module. Hein, j'annonce mes objectifs. Là. Puis moi, quand je fais mon examen, je me dis quelles questions je pourrais poser pour vérifier que mes étudiants ont atteint cet objectif-là. Donc, c'est assez simple, c'est pas de surprise. Il n'y aura pas de question champ gauche là, que vous dites, c'est quoi cette histoire-là? D'où il sort ça? Puis où j'aurais dû apprendre ça? Absolument, j'annonce mes objectifs. C'est le moment de les contester. D'ailleurs, si vous pensez qu'un objectif n'est pas suffisamment clair, vous me faites signe parce que je m'appuie exactement sur ces objectifs pour penser et concevoir mes examens. Concernant l'examen final, on ne s'inquiète pas. Je vais vous donner les instructions bientôt. Donc, en fait, c'est dans 2 semaines que je vais vous donner clairement les instructions concernant cet examen. Il y a déjà de l'information qui est disponible sur l'ENA quand vous allez voir évaluation, mais je prendrai le temps là, de vous expliquer tout ça à l'audio, en classe synchrone, sinon en podcast, dans 2 semaines. Donc, paniquez pas si vous n'avez pas toutes les nuances en ce moment, là, ça viendra en temps et lieu. OK, module 10 maintenant. De quoi allons-nous parler dans ce module? C'est un module vraiment trippant. En tout cas, je pense que vous allez l'aimer. Je l'ai pensé pour que vous l'aimiez. Ça sort un petit peu de l'éthique. Je dirais que c'est de la psychosociologie, mais ça touche évidemment l'éthique. Mais c'est 2 thèmes qui sont fascinants, concrets, appliqués. Le premier des thèmes, c'est la pression d'autorité. Et le deuxième, la pression de groupe. Donc, 2 forces systémiques, organisationnelles, qui sont présentes dans l'exercice de votre profession. D'abord, la force exercée par l'autorité sur vous et sur vos collègues. Et deuxièmement, la force exercée par vos collègues et vos semblables sur vous. Donc, c'est des questions super importantes. Dans le premier cas, quel est votre rapport à l'autorité? C'est quoi, vous? Est-ce que vous êtes plutôt soumis à l'autorité? Est-ce que vous avez tendance à contester l'autorité? À quoi ressemble l'autorité dans l'exercice de votre profession? Elle prend quelle forme? Quel est votre rapport avec ces différentes formes d'autorité? Donc, ça, c'est le premier thème. Et le deuxième, quel est votre rapport aux autres, à vos semblables? Avez-vous tendance à vous conformer au groupe, à contester le groupe? Avez-vous tendance à vous fondre au groupe, à faire comme tout le monde? Quelles sont les manifestations des pressions de groupe? À quoi ça ressemble une pression groupale? Êtes-vous prêt à résister à ces pressions de groupe? Comment y résister? Ça fait partie des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Je vous rappelle que ces différentes pressions et cette dimension-là, le plutôt psychosociale, ça fait partie d'une longue démonstration que je vous avais promis en début de parcours. Et vous voyez déjà là, qu'il y a quelques pistes que nous avons explorées. Rappelez-vous, au début de la session, je vous avais promis de vous démontrer 5 failles humaines, que nous sommes humains, donc faillibles, et que ces failles risquent, oui, ou peuvent vous mettre à risque. Rappelez-vous, je vous avais dit, la première faille, vous avez tendance à vous surestimer et surestimer votre propre intégrité morale et donc prendre parfois des risques inutiles. La deuxième, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Donc ça viendra aujourd'hui.
Autre faille, vous avez déjà triché pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons et vous tricherez encore et pour les mêmes raisons. Donc ça faisait partie de ma démonstration. Autre partie de ma démonstration, ben, sur le conflit d'intérêts. Là. Attention, votre jugement est biaisé dès lors que vos intérêts personnels sont concernés. Donc ça me semblait clair comme démonstration au dernier cours. Vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels, ce qui est normal, ce qui est naturel, avons-nous dit. Mais vous le faites au détriment d'autres intérêts qui peuvent être associés à votre profession, protection du public, sécurité du public, bien commun, paix sociale, justice, nommez-les. Donc ça a été déjà couvert. Dans ce cours d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, d'abord notre faille qui consiste à nous soumettre à l'autorité. Donc ça sera bien couvert aujourd'hui. Et la deuxième, autre faille, nous avons tendance à généralement adopter les comportements de nos collègues ou semblables. Nous avons de la difficulté à contredire, je dirais, les consensus, la majorité. Donc, ça fait partie des thèmes que nous allons voir aujourd'hui. Et ultimement, là, à la fin de ce cours qui est éthique et professionnalisme, ben, le but, c'est que vous connaissiez un peu mieux vos failles personnelles et collectives de façon à ajuster, peut-être à mettre en place des processus organisationnels pour colmater ces failles et des processus et outils personnels pour colmater les vôtres. Hein? Donc, vous avez aussi vos propres failles personnelles. Ça fait partie des enjeux que je souhaite aborder dans ce cours de façon générale. OK, premier thème, pression d'autorité. Dans le module, vous allez voir, nous allons explorer différentes formes d'autorité. Je vous invite à vous poser cette question-là aussi. À quoi ressemble l'autorité autour de vous? Avant de voir votre rapport à l'autorité, il faut bien cerner c'est quoi l'objet en question. L'autorité, évidemment, il y aura le patron. Hein, le patron, je dirais que c'est la forme archétypale d'autorité que nous allons fréquenter dans ce module, mais il y a d'autres formes d'autorité. Hein, de façon plus générale, le droit est une forme d'autorité, la morale en est une autre, l'économie, la science est une forme d'autorité, la santé publique en ce moment, c'est une forme d'autorité. Donc, si vous pensez à votre rapport à l'autorité, vous pouvez aussi penser à ça. Éventuellement, pour vous, bien, il y aura un code de profession, code de déontologie qui exerce déjà une forme d'autorité. Dans votre passé, quelles sont les autres formes d'autorité? Bien, un prof, un parent. Donc, tout ça, là, lorsqu'on dira votre rapport à l'autorité et votre soumission à l'autorité, il faut avoir ces termes-là en tête. Là. Donc, le droit, la morale, la science, un prof, un patron, un parent, la science comme autorité. Donc, tout ça, c'est compris dans les différentes formes d'autorité que vous pouvez fréquenter. Les questions que nous allons explorer dans ce module, c'est votre rapport à l'autorité. Donc, avez-vous tendance à vous soumettre à l'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? De quoi avez-vous besoin pour défier l'autorité? Existe-t-il de bonnes raisons de se soumettre? On en verra quelques-unes. Mais aussi, existe-t-il des bonnes raisons de contester cette autorité? Et là aussi, nous verrons quelques raisons. Parce que dans votre profession, vous le verrez, vous aurez des rapports avec l'autorité en place, parfois le devoir de servir l'autorité en place, mais d'autres fois, le devoir de prendre une certaine distance face à cette autorité, d'exercer un jugement libre et autonome, parfois malgré certaines pressions d'autorité. L'expérience pédagogique que j'ai préparée dans ce module, vous le verrez dans l'enregistrement de cours, c'est de vous plonger au cœur de l'expérience humaine de la soumission à l'autorité. C'est un demi-cours, vous le verrez dans l'enregistrement, ça dure à peu près 1 heure. C'est autour des expériences de Milgram. Pour ceux qui ne connaissent pas les expériences de Milgram,
ben, vous verrez que c'est complètement fascinant. Pour ceux et celles qui les connaissent déjà, ben, c'est une occasion pour vous de replonger, hein. Peut-être que vous les avez vus avant, dans une autre vie, au cégep ou ailleurs. Mais là, essayez de vous y replonger avec ces questions-là liées au professionnalisme. Donc, vous verrez dans l'enregistrement que plusieurs se disent résistants à l'autorité, hein. On aime bien se dire libre, autonome. Or, ce que Milgram a tenté de faire comme expérience, c'est de nous montrer nos propres contradictions, hein. C'est-à-dire entre ce qu'on dit qu'on aimerait faire puis ce qu'on fait dans la réalité, il y a parfois une bonne différence. Et comme le disait Milgram, Milgram disait, tu ne demandes pas à quelqu'un si elle sait nager. À une personne, on ne lui demande pas si elle sait nager. Tu la lances à l'eau, puis tu lui dis nage pour voir si effectivement elle sait nager. C'est radical, mais en même temps, la démonstration est plus claire pour savoir si la personne sait nager que si elle te dit non, non, je sais nager. De la même façon, mais Milgram, il nous jette à l'eau. Je pense que c'est la bonne expression. Dans une expérience où les sujets sont soumis à une pression d'autorité et dans ce cas-ci, c'est une pression d'autorité de type scientifique. Donc, une personne avec un sarrau blanc là, qui incarne le chercheur avec tout ce que ça implique. Et le chercheur demande explicitement à des personnes comme vous et moi de donner des décharges électriques à d'autres personnes, hein, dans le cadre d'une expérience, pour que ces personnes-là apprennent plus vite. Ben, la personne avec un sarrau dit pour qu'elle apprenne plus vite, ben, donne des décharges électriques. Absurde, évidemment. Mais justement, c'est absurde, mais curieusement, vous irez voir, si on vous plongeait vraiment dans ce genre de situation, vous le verrez, les résultats font peur. Peur de vos proches, peur de vos collègues, peur de vous-même, hein, de notre rapport à l'autorité. Typiquement, peu importe ce que vous pensez, peu importe que vous pensiez en ce moment que c'est une très mauvaise idée de donner des décharges électriques, ce qu'on voit empiriquement, du moins ce qu'a tenté de nous montrer Milgram, c'est que typiquement, vous auriez tendance à donner des décharges électriques. Hein, peu importe vos raisons morales, vous avez tendance à vous soumettre d'une façon telle à l'autorité que si une personne avec un sarrau blanc vous dit c'est une bonne idée de donner des décharges électriques à cette personne-là pour qu'elle apprenne un peu plus vite, ce que l'expérience démontre, c'est que vous avez tendance à dire OK, on va donner des décharges électriques. Donc, vous l'avez compris, là, l'expérience, c'est évidemment tout ça, c'est arrangé. Le but, c'est pas de mesurer autant l'apprentissage de l'étudiant en question que votre degré de soumission à l'autorité. Ce qui est intéressant, vous irez voir dans l'expérience, il y a un beau panneau là, pour donner des décharges, là. Donc, on peut mesurer clairement votre degré de soumission à l'autorité. Plus vous donnez des voltages, du moins c'est ce que dit Milgram, plus vous êtes soumis. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont prêts à donner des voltages qui sont impressionnants. Les résultats, vous allez le voir, là, ils sont troublants. 2 personnes sur 3, donc c'est 66%, sont prêtes à faire à peu près n'importe quoi si la personne en position d'autorité lui demande de poser un geste. 2 sur 3. Hein, dans ce cas-là, là, c'est 2 personnes sur 3, si vous lui dites donne des décharges électriques à cette personne et cette personne va apprendre plus vite. Donc, 2 personnes sur 3 vont donner des décharges électriques, même si la personne a l'air de souffrir, même si elles entendent la personne souffrir, même si à un moment donné, la personne ne fait plus de son tellement qu'elle a souffert. La personne donne des décharges électriques. 2 sur 3 vont donner des décharges électriques là, qui peuvent être de l'ordre de 500 volts. Là. 500 volts, je ne sais pas si vous avez déjà mis vos doigts là, dans une prise de 110 volts, là, mais ça réveille, là, 110 volts. Là, on est de l'ordre de 500 volts.
Vous irez voir. Donc, les expériences de Milgram, ça nous rappelle la réalité. La réalité, c'est que peu importe si vous dites que vous êtes résistant à l'autorité, que vous êtes libre et autonome, ce qu'on voit, c'est que même si vous dites que vous savez nager, si on vous jette à l'eau, on comprend vite que 2 personnes sur 3 vont se noyer. OK? Donc, c'est important dans un contexte où bientôt vous allez exercer une profession où plusieurs d'entre vous seront confrontés à différentes formes d'autorité, vont tenter de vous imposer différents comportements. La plupart du temps, les comportements, ça rime bien entre vos valeurs, entre les valeurs de votre profession puis les valeurs de votre employeur. Habituellement, ça rime bien. Mais, sachez-le, si votre employeur vous demande de poser un geste qui vous éloigne de vos valeurs professionnelles et même de vos valeurs personnelles, si la personne en autorité vous demande de le faire, 2 personnes sur 3 risquent fortement de le faire. Donc, 62,5 % vont se rendre dans les expériences de Milgram jusqu'à près de 500 volts. Donc, 450 volts là, sur le panneau, vous irez voir, là, c'est écrit Danger Severe Shock XXX là, pour que vous compreniez bien que c'est pas bon, là, donner une décharge électrique. Donc, allez voir les expériences de Milgram. Attention, nous dit Milgram, nos convictions ne se transforment pas nécessairement en action. Je pense que c'est une belle leçon de ces expériences-là. Là. Même si vous vous dites libre et autonome, même si on se dit intègre et honnête, ces convictions ne se transforment pas toujours en action. Et une des pressions qui peuvent vous éloigner de vos convictions, c'est cette pression d'autorité. Alors, si vous êtes en présence d'une figure d'autorité qui conteste vos valeurs, vos idéaux, qui vous demande de poser un geste qui s'éloigne des valeurs et idéaux de votre profession, bien, la grande majorité d'entre vous risque de le faire, donc de s'éloigner de ses propres idéaux et des idéaux de la profession. Comme solution inefficace, nous dit Milgram, vous savez, là, ceux qui disent, bon, ben, c'est simple, qu'il faut juste avoir confiance en soi puis résister à l'autorité, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ça ne fonctionne. 2 personnes sur 3, ça ne fonctionne pas du tout. Les solutions qui sont les plus efficaces, nous dit-on, évitez les formes d'autorité que vous savez néfastes. Donc, si vous êtes dans un milieu de travail et vous avez l'impression que la personne en position d'autorité pose des gestes qui s'éloignent de vos valeurs, qui demandent de poser des gestes qui s'éloignent de vos valeurs professionnelles et personnelles, courez. 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 Surtout si vous êtes dans ces 2 personnes sur 3, courez parce qu'éventuellement, cette personne-là risque de vous demander de poser un geste et vous risquez fortement de poser ce geste parce que c'est la personne en position d'autorité qui vous l'a proposé. Donc, de quoi avez-vous besoin? Autre piste de solution, d'avoir autour de vous des espaces, des outils structurels, institutionnels qui peuvent vous aider à exercer votre liberté, votre indépendance face à l'autorité. On l'a vu un peu dans le module 8 sur le conflit de loyauté. Vous l'avez vu, il y a toutes sortes d'outils structurels autour de vous qui vous aident à, des fois, dire non à une personne en position d'autorité. Un conflit d'allégeance, là, quand je vous disais que vous pouvez choisir votre allégeance à votre ordre professionnel lorsque votre allégeance à votre employeur est dissonant, disons, avec ça. Là. Vous avez les outils juridiques, jurisprudentiels nécessaires pour prendre une distance. Vous irez revoir ces outils-là, mais ce n'est pas un hasard là, si on propose, si la structure en place propose ce type d'outils-là, c'est parce que vous en aurez éventuellement besoin pour prendre parfois vos distances face à l'autorité en place. Et une remarque, vous le verrez, mais ce module aborde votre rapport à l'autorité, on l'a dit, lorsque vous exercez un rôle de subalterne,
et que vous avez tendance à vous soumettre à l'autorité. Donc ça, c'est dit, mais une remarque que j'aimerais vous faire, c'est que vous n'êtes pas toujours dans un rôle de subalterne. Hein, plusieurs d'entre vous exerceront bientôt leur autorité. Hein, vous serez bientôt dans des positions d'autorité. C'est pas rare que plusieurs d'entre vous, là, vous aurez des postes de cadre. Donc, plusieurs d'entre vous exercerez votre autorité. Donc, vous devez vous rappeler exercer ce pouvoir d'autorité de façon responsable parce que désormais, vous le saurez, en tout cas, vous en aurez la démonstration à la fin de ce module, que les personnes qui sont sous votre autorité auront tendance très majoritairement à faire à peu près tout ce que vous leur demandez, y compris ce que vous ne leur demandez pas explicitement, mais ce qu'ils pensent que vous aimeriez qu'ils fassent. Je ne sais pas si je suis clair, là, mais la personne en autorité a ce pouvoir-là. Donc, dans le module, c'est important d'y réfléchir avec votre rôle de subalterne, mais vous ne serez pas toujours des subalternes soumis à la pression d'autorité. Parfois, c'est vous qui exercerez ce pouvoir. Hein, d'où l'importance de l'exercer avec grande prudence et mesure, parce que ceux et celles qui vous entourent risquent de commettre des gestes, peu importe les gestes que vous leur demandez de poser, dès lors que vous serez en position d'autorité. OK, l'indice cette semaine, chambre d'écho. Chambre d'écho. Comme de l'écho, écho, écho. OK, attention. Red alert. Je m'en sers après une demi-heure là, pour être sûr de bien avoir l'attention. La semaine prochaine, attention, il n'y aura pas de classe synchrone. Donc, mardi 29 juin, pas de cours synchrone. Votre intro et votre rendez-vous préféré se fera uniquement par podcast. Donc, pour les auditeurs du podcast, vos habitudes ne changent en rien, mais mardi prochain, vous aurez un nouvel épisode, mais ce sera une rediffusion. Donc, un épisode que j'ai enregistré au mois de mars dernier. Évidemment, là, étant donné que c'est une rediffusion, ne tenez pas compte des dates et échéances mentionnées. Fiez-vous plutôt aux dates et échéances mentionnées sur votre ENA. Mais la semaine prochaine, donc 29 juin, pas de cours synchrone. L'introduction se fera uniquement via podcast. Et pour ceux là, qui, évidemment, là, il y en a en classe synchrone qui vont s'ennuyer de nos rendez-vous hebdomadaires. Ben, moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Donc, pour vous, ce sera le 6 juillet en classe synchrone. Et là, ce sera un vrai gros rendez-vous de 2 heures. 2 heures au cours desquelles nous allons faire plusieurs choses. D'abord, conclure ce cours, parce que déjà, ce sera la conclusion dans 2 semaines. Donc, un retour sur le cours, les thèmes. Il y a une critique en règle du système professionnel qui sera fait dans ces 2 heures-là. Et aussi, au cours de ce dernier cours, nous ferons donc la conclusion. Il y aura aussi un caout qui sera récapitulatif. Donc, si vous voulez être là pour revoir l'ensemble du cours, avoir un caout, c'est votre rendez-vous. Et aussi, il y aura les explications sur l'examen. Donc, ça aussi, je vous réserve ça pour ce même rendez-vous. Et ça se passera le 6 juillet prochain. Donc, en résumé, la semaine prochaine, 29 juin, pas d'introduction au cours. Ce sera plutôt par podcast. Et rendez-vous le 6 juillet prochain, donc dans 2 semaines, pour notre dernier rendez-vous en classe synchrone. Et lors de ce dernier rendez-vous, résumé du cours, conclusion du cours, caout, explication sur l'examen. C'est ce qui vous attendra dans 2 semaines. Donc, cela, c'est dit. OK, deuxième partie, pression. Nous avons parlé de la pression d'autorité. Maintenant, pression de groupe.
Dans cette partie du module, nous allons explorer une autre de ces belles failles humaines qui nous rendent si attendrissants. C'est notre tendance à faire comme tout le monde, à faire comme les autres. Notre tendance à nous conformer au comportement du groupe, au comportement attendu aussi du groupe, nous fondre au groupe. Nous sommes des êtres sociaux. Et nous ressentons avec force et intensité cette liaison au groupe. Et peut-être encore davantage ces temps-ci, je dirais, nous avons besoin des autres, de leur assentiment. On les voit moins, là, mais on a quand même besoin des autres, de leur assentiment, de leur appui. C'est essentiel à ce que nous sommes comme être social. C'est essentiel à notre vie en société. Je dirais que ça rend notre vie plus heureuse, ces liens-là. Par contre, cette force sociale peut parfois poser certains problèmes. C'est ces nuances-là que nous allons tenter de faire dans un contexte où parfois on vous demandera de rester à l'écart des autres, de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité, de prendre vos distances par rapport à l'opinion majoritaire, de contester parfois la force du groupe. Les questions qui seront abordées, c'est comment réagissez-vous aux pressions du groupe, aux pressions du nombre, aux pressions de vos amis, de vos collègues. Comment vous comportez-vous, par exemple, sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous dites comme tout le monde? Est-ce que vous taisez? Êtes-vous des influenceurs ou des influençables? Est-ce que vous taisez lorsque le consensus s'en va dans une direction et semble faire erreur? Êtes-vous capable de défier les consensus nécessaires? Même les consensus au sein de vos groupes d'amis, vos proches, êtes-vous capable de convaincre le groupe qu'il fait erreur? Donc, se taire, c'est une chose. Parler, c'est une autre. Et convaincre le groupe qu'il est dans le tort, c'est une autre chose. Mais ce sont des défis concrets qui risquent de vous attendre dans l'exercice de la profession. Être autour d'une table, poser des questions parfois qui sont dérangeantes, qui sont nécessaires, qui vont à contresens du consensus. Si votre opinion ou si votre avis professionnel va dans le sens du consensus, tant mieux. Mais parfois, si votre opinion ne va pas dans le sens de ce consensus, ce sera nécessaire de manifester votre opposition. Donc, en serez-vous capable? Avez-vous les ressources nécessaires? Donc, ça fait partie des thèmes que nous allons aborder dans cette partie du module. Nous allons explorer ce que nous nommerons la pensée de groupe. Donc, le group thinking, c'est quelque chose qui roule, je dirais, en psychosociologie depuis 40 ans maintenant. Donc, c'est bien documenté. C'est notre tendance humaine que nous partageons donc tous, notre tendance à nous fondre au consensus, à nous cacher parfois derrière la force du groupe. Peu importe, c'est là que ça devient un peu plus problématique. Peu importe ce que fait ce groupe, ce qu'il dit, intimidé parfois là, par la force du nombre. Cette réflexion, je le disais, elle est importante puisque dans l'exercice de votre profession, vous devrez contester le groupe, contester parfois les opinions majoritaires, contester les comportements de groupe. Ça, c'en est un autre. Là. Vous voyez une pratique autour de vous. Tout le monde a ce type de comportement-là. Je parlais du conflit d'intérêts au dernier cours. Tout le monde accepte ces petits cadeaux-là. Ça semble être une pratique admise. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fonds? Est-ce que je me tais? Ou au contraire, est-ce que je me mets à contester et à poser des questions? Et vous verrez que vous ne vous ferez pas exactement des amis dans ce genre de contexte. Et pourquoi vous opposer au groupe? Pour défendre des fins, des visées qui sont propres à votre profession, donc des fins et des visées qui n'ont rien à voir avec l'opinion majoritaire. La science, les faits, les normes, la raison, la majorité,
c'est une chose, mais la science n'en a que faire de la majorité. Hein. Donc, même si la majorité pense, même si elle pensait en ce moment qu'un vaccin, ça ne fonctionne pas, ben, la science nous dirait le contraire. Hein? Donc, ça, c'est important. Là, la science, la raison, les faits, la loi, ça ne s'appuie pas nécessairement sur l'opinion majoritaire. Au contraire, pour la loi, c'est sur des principes de droit qui eux, s'appuient sur des concepts de justice. Donc, il y a tout ça qui se cache derrière. Mais les fins visées de votre profession ne sont pas nécessairement de servir à ce point-là la majorité ou le consensus. Il y a des implications à tout ça. Il y a des conséquences à tout ça. Je recevais, c'était à la dernière session que j'ai reçu Olivier Bernard, le pharmacien, dans un autre de mes podcasts, où il me parlait de son histoire avec... rappelez-vous, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, là, où il s'est mis à contester dans un groupe, là, un sous-groupe qui prétendait que l'injection de vitamine C, c'était bon pour traiter le cancer. Là. Puis il s'est mis à poser des questions dans ce groupe-là. Le sort que l'on réserve à ceux qui posent des questions, ici c'était des questions scientifiques, là, mais des questions qui néanmoins vont dans le sens contraire de la majorité du consensus d'un groupe, mais vous irez voir le sort qu'on a réservé à Olivier Bernard à l'époque. Donc, ça fait aussi partie de cette dynamique-là de la pensée de groupe, le sort que l'on réserve à ceux et celles qui contestent à l'intérieur de ces groupes. Dans ce module, nous allons explorer les travaux d'Irving Janis. Donc, le group thinking, là, c'est depuis les travaux d'Irving Janis là, que ça revient dans la littérature. Ces symptômes-là de la pensée de groupe que vous allez voir dans ce module, ces symptômes-là sont souvent identifiés dès lors qu'il y a un problème. Sur les médias sociaux en ce moment, là, ces symptômes-là reviennent. Vous irez les voir. Ces symptômes sont étudiés, servent à étudier nos comportements en groupe, servent à recenser nos petits défauts lorsqu'il y a des comportements groupaux, lorsqu'il y a des symptômes. Vous verrez la liste des symptômes. Là. Ces symptômes-là peuvent mener à des décisions catastrophiques. À l'époque, Irving Janis avait étudié la décision qui a mené au lancement de la navette Challenger. Puis pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, ben, vous irez voir ce qui s'est passé avec la navette Challenger. Mais ça ne s'est pas bien terminé pour la navette Challenger. Il y avait toutes sortes de comportements qui ont été observés avant le lancement de cette navette-là. Donc, plusieurs symptômes de la pensée de groupe. Vous irez voir à quoi ça ressemble à tout ça. Mais peut-être dans la vie de tous les jours, tiens, prenez ce qui s'est passé avec la COVID, que ce soit au début de la COVID, les comportements groupaux étaient étranges, là, admettons-le. Là. Au début de la COVID, là, si vous êtes promené dans des épiceries puis vous avez vu les gens remplir leur panier d'épicerie de papier de toilette, c'était pas joli. L'hésitation vaccinale, ça fait aussi partie de ça, là, ce qu'il faut, lorsqu'on explore les réseaux sociaux, il y a des groupes qui se forment et à l'intérieur de ces groupes, il y a des dynamiques qui se forment et les symptômes propres à la pensée de groupe peuvent se dessiner à l'intérieur de ces groupes. Donc, je vous les nomme, là, ces symptômes-là, et vous allez voir que vous allez reconnaître un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel groupe, là, que ce soit dans une assemblée syndicale, un CA, un conseil d'administration avec 12 personnes autour d'une table, tout ça, là, ça peut se manifester de la même façon que dans un sous-groupe là, d'anti-vaccins. Il y a des symptômes qui peuvent revenir. Et ce que Janis nous dit, mais plus il y a de symptômes, plus ça devient problématique, plus le risque de décision risque d'être catastrophique. Première catégorie de symptômes, nous dit Janis, il appelle ça la surestimation du groupe. Donc, notre tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il l'est. Donc, il y a deux symptômes qui sont liés à ça. L'illusion d'invulnérabilité, donc l'idée que notre groupe aurait moins de chances de se tromper et de faire erreur que ceux qui sont à l'extérieur du groupe.
Donc ça, je pense que c'est ça, l'illusion d'invulnérabilité. C'est de penser qu'à l'intérieur de notre groupe, on ne fait pas erreur et de l'autre côté, ils font erreur. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cette réflexion-là sur soi-même. Ce qui nous différencie de ces groupes-là, c'est pas qu'on a raison et qu'ils ont tort, c'est que nous, on sait qu'on peut peut-être faire des erreurs, que c'est compliqué, tout ça, ce qui se passe en ce moment, alors que de l'autre côté, il y a une certitude qui est rassurante pour eux, mais qui n'est pas rassurante pour nous, ça c'est certain. Donc, le deuxième symptôme, c'est la croyance en la moralité inhérente du groupe, c'est-à-dire qu'on croit que notre groupe est plus moral que les autres, aurait mieux défini ce qu'est le bien, puis que les autres se trompent, que nous serions, que ceux et celles qui sont à l'intérieur du groupe sont à l'abri de risques éthiques qu'ils reconnaissent pourtant aux autres groupes. Donc, ça, c'est le deuxième symptôme. Dans la première catégorie, la surestimation du groupe. En gros, on surestime individuellement, puis là, le groupe se surestime aussi. C'est une des grandes familles de symptômes de la pensée de groupe qui peuvent être problématiques. Le deuxième, nous dit Janice, fermeture d'esprit. Ah ben oui, ça c'est le groupe qui se coupe des autres groupes. Rationalisation, nous dit Janice. On s'invente des raisons. Toutes sortes de stratégies, d'argumentaires qui se donnent l'apparence de raison, mais qui s'appuient souvent sur des arguments fallacieux, frauduleux même. Donc, n'importe qui est plutôt à l'aise avec ces arguments-là fallacieux vont les reconnaître à l'intérieur de ces groupes. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait exactement, qui savent reconnaître ces arguments fallacieux-là. Donc, ça peut être problématique à l'intérieur des groupes. Quatrième symptôme, stéréotype à l'égard d'autrui. Donc, je dirais que c'est la tendance à attribuer des qualités aux autres membres du groupe et d'attribuer des défauts à ceux et celles qui sont à l'extérieur du groupe. Donc, stéréotype à l'égard d'autrui en ce sens. Donc, deuxième catégorie, fermeture d'esprit. Donc, vous le voyez, là, le groupe se surestime, le groupe se ferme. Puis après ça, ajouter la troisième catégorie qui est le renforcement du conformisme. Il y a plusieurs symptômes. Janice nous dit l'autocensure, celle-là est importante. Notre tendance à nous taire lorsque nous pensons dévier du consensus. Donc, on observe ce qui se passe, on voit un consensus se définir. Puis si notre opinion est contradictoire à ce consensus, on va décider de se taire. Donc, l'autocensure en ce premier sens. Deuxième symptôme, pression directe. Notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Donc, le sort que l'on réserve à Olivier Bernard, le sort qu'on réserve aux Karen Duhamel de ce monde, ceux et celles qui posent trop de questions, mais notre tendance à les faire taire. Illusion d'unanimité. Donc, notre tendance à croire qu'il y a consensus alors que nous savons qu'il y en a plusieurs qui ont décidé de se taire. Donc, ça, c'est important de s'en rendre compte. Même si vous avez l'impression qu'il y a consensus autour de vous, dites-vous qu'il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous qui aimeraient contester le consensus, mais qui n'ont peut-être pas le courage de le faire. Donc, l'illusion d'unanimité. On va marquer unanimité sur le PV en lettres majuscules, mais c'est peut-être une illusion. Et finalement, dernier symptôme, on est toujours dans le renforcement du conformisme, uniformisation par les gardes de l'esprit. C'est comme ça qu'appelait Irving Janis, mais notre tendance à créer des outils systémiques qui effacent les traces de contestation du consensus. Ça ici, là, ça a été pensé il y a 40 ans. Là. Donc, il ne connaissait pas les réseaux sociaux, Janis, à l'époque. Mais regardez ce qui se passe un peu avec les réseaux sociaux. On en a des réseaux, là, ce qu'on appelle les chambres d'écho ou chambres de résonance. Des fois, ça ressemble un peu à ça. Là. On se retrouve dans des groupes. Les outils, à force de mettre des likes puis de partager, les réseaux finissent par comprendre ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, va tranquillement effacer ce qui déplaît à votre groupe, puis promouvoir des éléments qui plaisent à votre groupe. Puis, tranquillement, on se retrouve dans des chambres d'écho où on a l'impression qu'on pense à peu près tout de la même façon.
ben, rappelons-nous qu'à l'extérieur de ce groupe, ce n'est peut-être pas ce qui se passe. Hein, rappelez-vous notre surprise juste avant les élections de Donald Trump, où tout le monde se disait, en tout cas moi sur mon réseau, c'était plutôt ben, il ne passera jamais, c'est sûr, ça ne fonctionnerait pas. Puis notre grande surprise, tout à coup, à l'extérieur de notre groupe, on se rend bien compte que non, il est en train d'aller chercher des votes. Donc, des fois, il faut faire cet effort-là rationnel de se dire que peut-être, ce n'est pas toujours le cas, mais peut-être qu'à l'extérieur de notre groupe, à l'extérieur de ces réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des opinions contradictoires. Voilà, ce sont les 8 symptômes de la pensée de groupe proposés par Irving Janis. Et au passage, dans le module, vous allez voir qu'il y a plusieurs biais psychosociaux là, qui sont documentés, qu'on voit à l'œuvre. Les biais les plus connus, là, le biais de conformisme, là, en anglais, on l'appelle le bandwagon, là, c'est la tendance à faire ce que la majorité fait. Donc ça, c'est pas juste Janis qui l'a démontré, là. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré depuis. Vous prenez une pauvre personne, vous la mettez dans un groupe, puis vous dites au groupe, on va faire semblant d'aller dans telle direction, puis vous regarderez la réaction de cette personne. Habituellement, elle a plutôt tendance à se conformer non seulement à l'opinion du groupe, mais au comportement du groupe. Autre sujet proposé, si vous voulez voir des exemples peut-être plus proches de vous là, de cette tendance-là à nous conformer au groupe, vous irez voir la question qui a été posée par votre collègue Widad Salou, qui m'a écrit et qui a proposé ce sujet de réflexion-là au module 10. Elle me disait, Widad plutôt me disait au module 2, rappelez-vous au module 2 puis au module 6, je vous avais demandé de réfléchir à vos super-héros, puis aux valeurs de nos super-héros, puis leur expliquer nous expliquer combien ces décisions-là sont inspirantes pour vous. Puis je vous avais dit, ça nous en dit, c'est intéressant de lire ça, parce que ça nous en dit un peu sur vous, sur ce que vous êtes. Widad ajoute, oui, ça nous dit un peu, ça reste des bons indicateurs pour savoir ce que nous sommes, parce que moi, ce que je vois, nous dit Widad, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins là-dedans. Là. Hein? Pourquoi collectivement fait-on seulement hommage aux hommes, aux personnages masculins dans la culture populaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une espèce de pression ou un biais de conformisme? Tout le monde pense de la même façon. Une espèce de, je sais pas, je dirais sexisme systémique même, où on a tendance comme groupe, c'est sûr que c'est un groupe qui est essentiellement constitué de jeunes hommes là, dans ce cours. Regardez aussi, hein, on a tendance à pousser de la même façon, bien peu d'opinions pour dire, même Widad a hésité là, à l'écrire sur le forum en disant pourquoi que c'est juste des modèles masculins, donc la peur de ce jugement-là consensuel. C'est intéressant. Donc, vous irez voir. Merci d'ailleurs à Widad d'avoir proposé cette question-là, ce sujet de réflexion-là. Un sujet à contre-courant de votre groupe. Donc, merci de l'avoir fait contre vents et marées, de nous avoir proposé ce thème. En matière de pression groupale, je vous avais dit qu'on allait voir des biais psychosociaux. Il y en a plusieurs à l'œuvre. Lorsqu'on parle de racisme systémique, j'en parlais, ou de sexisme systémique, tiens, pour inventer cette expression-là. Il y en a des biais là, qui sont bien documentés et qui influencent le comportement des groupes. Il y a le biais de ce qu'on appelle l'effet de contraste ou le biais d'accentuation intercatégorielle. Tiens, vous irez chercher ça. Ce que ça veut dire, c'est notre tendance à surestimer les différences entre les individus qui appartiennent à des catégories qui sont distinctes. Donc, prenons l'exemple de les étudiants à l'Université Laval puis l'Université de Sherbrooke. Là. Donc, le biais d'accentuation intercatégorielle, là, c'est notre tendance à surestimer les différences entre ces deux programmes. Les fois que je discute avec des étudiants de Sherbrooke, c'est mon Dieu. Le programme de Sherbrooke, c'est vraiment différent, c'est plus concret, il y a une approche, là,
des stages. OK. À Laval aussi. À Laval, c'est plus théorique. Peut-être un peu plus, là, mais il ne faut pas exagérer non plus. Ces deux pressions universitaires, ça finit par se ressembler. Deux systèmes qui finissent par se ressembler. Et donc, le biais de contraste, c'est peut-être celui-là, l'exemple que je vous donnerais. L'autre biais, c'est le biais d'homogénéisation intracatégorielle, ce qu'on appelle aussi l'effet d'assimilation. C'est notre tendance à surestimer les ressemblances des membres appartenant à un même groupe. Donc, on surestime des ressemblances. Vous êtes dans une équipe, vous êtes dans un programme, par exemple. Vous avez tendance à penser que les étudiants en sciences et génie se ressemblent ou à surestimer vos ressemblances, alors qu'il y a des profils qui sont tout à fait différents autour de vous. Donc, regardez dans les étudiants qui suivent en ce moment ce cours, vous êtes loin d'avoir les mêmes parcours, les mêmes... Il y en a qui arrivent du milieu du travail, il y en a qui ont des inclinaisons pour les arts, je le sais très bien. Donc, même si on pense que c'est un groupe assez homogène, c'est ce qu'on constate. Dans n'importe quel groupe, on a tendance à penser que ceux et celles qui nous entourent sont un peu comme nous. Oui, la plupart du temps, mais pas totalement. Donc, il peut y avoir des... Il ne faut pas exagérer, je dirais, ces ressemblances-là. Donc, ça, c'est le biais ou l'effet d'assimilation. Donc, toutes sortes de biais que nous allons voir dans ce module 10. On va voir des problèmes réels, organisationnels qui sont associés à ces différentes formes de pensée de groupe. Un des problèmes les plus importants, peut-être, c'est, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est les problèmes de santé psychologique de ceux et celles qui vont s'opposer à ce groupe. Ceux et celles qui, souvent, pour de bonnes et très bonnes raisons, vont dénoncer des pratiques, des opinions, des comportements groupaux. Des personnes qui, souvent seules, presque seules, vont oser contester l'opinion, les comportements du groupe. Et au nom de quoi? Au nom de ce qu'on disait un peu plus tôt, la science, la loi, la raison. Donc, de bonnes raisons. Mais il faut voir le sort que l'on réserve à ce qu'on appelle les tireurs de sonnettes d'alarme. En anglais, c'est les whistleblowers. Là. Donc, les tireurs de sonnettes d'alarme, le sort que l'on réserve aux Karen Duhamel de ce monde, aux Edward Snowden de ce monde, le sort que l'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme, ce n'est pas toujours glorieux. Le taux de dépression, le taux de problèmes de santé mentale chez ces personnes-là qui dénoncent des comportements groupaux problématiques, le nombre de ces personnes-là qui souffrent, ce nombre-là est désolant. Vous le voyez, là, l'ingénieur, comment s'appelle-t-il? L'ingénieur Robert, par exemple, pas l'ingénieur, l'agronome, Claude Robert, peut-être, j'oublie son prénom. Vous l'avez vu dans les médias, on les aime bien, là, ces tireurs de sonnettes d'alarme, mais il faut bien réfléchir à ce à quoi ça ressemble, un tireur de sonnette d'alarme, concrètement, là, dans vos groupes. Là, à quoi ça ressemble, un tireur de sonnette d'alarme? Et si c'était cette personne qui, justement, vous dérange pendant une réunion? Justement, une personne qui pose trop de questions, qui s'oppose au consensus, qui fait en sorte que la réunion elle va finir bien trop tard à cause de lui, qui challenge les idées consensuelles qui sont partagées pourtant par la majorité. De quel droit ose-t-il poser une question? On a un consensus, on le voit bien là. On va voter à majorité, on vote. Si on peut le faire taire au plus vite. Quel sort réserve-t-on à ces personnes qui défient parfois le consensus? Comment agissez-vous face à ces personnes? Est-ce qu'elles vous agacent, ces personnes? Est-ce que vous avez tendance à les célébrer, à les aimer, à leur donner de la place? Avez-vous tendance à leur faire sentir qu'ils devraient plutôt se taire? Comment vous comportez-vous? Donc ça aussi, ça fait partie des réflexions
nous devons avoir lorsqu'on parle de pression de groupe. Voilà, c'est les deux principaux sujets de ce module 10, pression d'autorité et pression de groupe. Deux forces importantes qui peuvent vous éloigner de vos propres valeurs personnelles et des valeurs de votre profession. Quand tout ça, ça rime bien, il n'y en a pas de problème. C'est souvent le cas. Mais parfois, les valeurs de votre profession et vos valeurs personnelles peuvent parfois s'opposer aux valeurs promues par votre employeur, par une personne en position d'autorité et quoi faire dans ce genre de contexte. Et à la fin de cette exploration de ces différentes failles humaines, si vous m'accompagnez et si vous poursuivez avec l'enregistrement de cours, vous aurez atteint les objectifs du module 10. Donc, ici, je ne les mentionnerai pas, là, vous irez les voir dans les notes du cours. Je vous invite aussi à aller voir, je vous ai donné un contenu d'enrichissement parce qu'évidemment, vous en voulez plus. Hein, vous en voulez toujours plus. Mais allez faire un effort pour l'écouter. L'épisode, ça s'appelle Minefield. C'est la saison 2, l'épisode 5. C'est à voir absolument. À voir absolument parce que vous allez voir combien, d'abord, d'une part, c'est dur de poser un geste moral lorsque vous avez l'impression que le consensus ou que le groupe ne va pas exactement dans le même sens. Donc, vous allez avoir une personne qui voit une injustice, qu'il sait pertinemment qu'il devrait agir, mais il regarde autour de lui, la pression du groupe ne va pas nécessairement dans son sens. Puis, est-ce que cette personne-là va décider ou non d'agir? Bien, vous irez voir l'expérience en question. C'est très inspirant. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup lorsque je vois une personne qui, contre vents et marées, contre la pression du groupe, contre toutes sortes de pressions et de failles là, qu'on voit dans le cours, qui décide malgré tout de poser ce geste délicat et difficile. C'est dans l'épisode de Minefield. Vous irez voir ça. Donc, un module 10, plein de belles choses, pression de groupe, pression d'autorité. Un beau module pour vous, super stimulant. Du moins, j'ai bien aimé préparer pour vous ce module. Je suis convaincu que vous allez apprécier cette aventure. Dernière remarque, attention, rappel, donc on en parlait un peu au début de l'enregistrement. Le TP2 est à remettre le 4 juillet avant 23h59. Donc, attendez pas à 23h59. Avant 23h59, c'est dans 12 jours. 12 jours. Donc, c'est 2 samedis et 2 dimanches. C'est ce qui vous reste pour préparer ce TP2. Et autre date importante, l'examen, lui, est prévu le 13 juillet. L'examen sera de 18h30 à 22h30. C'est 19 jours, donc 3 samedis et 3 dimanches pour vous préparer à cet examen. Je vous le dis, l'été, ça va vite, vite, vite. Pour ceux et celles qui s'inquiètent là, concernant cet examen, je vous rappelle que les consignes et les instructions utiles, je vais vous les donner dans 2 semaines. Donc, lors de notre dernière rencontre en classe synchrone, je vous rappelle, notre dernière rencontre qui aura lieu le 6 juillet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là chaque semaine. Merci à Catherine aussi de m'avoir accompagné encore une fois cette semaine. Oui, ça fait plaisir. J'espère que ça s'est bien passé sur le chat. N'oubliez pas, la semaine prochaine, 29 juin, pas de rencontre en classe synchrone. L'introduction va se faire via podcast. Et on se donne plutôt rendez-vous dans 2 semaines, 6 juillet. Un beau programme. Ça va être un peu plus long, peut-être 1h30 de rencontres comme ça, où nous ferons plusieurs choses, synthèse, révision du cours, un caout, justement, récapitulatif, les instructions concernant l'examen et évidemment de beaux adieux larmoyants et touchants. Ça promet. Du moins, c'est ce qui vous attend dans 2 semaines. Et d'ici là, prenez soin de vos proches et prenez soin de vous. Allez, bye bye.